C'est bon, c'est bon. Ah, c'est incroyable. Tout marche du premier coup. Ça peut arriver, comme quoi. C'est c'est assez, c'est assez surprenant. Ok. Miracle. Eh ben, écoute, Mathieu, je vais commencer par te présenter. Du coup, tu es journaliste indépendant. Tu as entre autres travaillé pour Mediapart et pour Mediacité. Et tu as aussi travaillé à Radio Chrétienne Francophone au moment où j'étais stagiaire dans cette radio, pour des raisons de transparence, bien sûr, hein, je le dis. On se connaît comme ça, On se oui. connaît comme ça, ouais, tout à fait. Il y a des gens qui disent déjà, j'ai dévoré le livre dans le chat, comme quoi, déjà, même avant même l'interview. Euh, et donc, en 2017, tu as sorti avec tes collègues du collectif de journalistes We Report, Mathieu Martinière et Daphné Gastaldi, un livre intitulé Église, la mécanique du silence, qui dévoile le système mis en place par l'Église catholique pour couvrir les pédocriminels. Et tu as sorti donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, le 8 septembre dernier, aux éditions du Seuil, Le Prix du Berceau, avec Daphné Gastaldi. C'est un livre qui se penche donc sur le secteur des crèches privées, avec les problèmes que vous décrivez dans le livre. Dans le livre, pardon, ils sont assez nombreux. On va parler de maltraitance des enfants, on va parler de maltraitance du personnel, de manque d'effectifs, et du mode de gestion et de management dans ces crèches qui est quand même assez problématique. Évidemment, et je pense que beaucoup de gens l'ont fait, et d'ailleurs vous le faites aussi dans le livre, on peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec un scandale récent, celui des maisons de retraite, avec le livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Est-ce que ça vous est venu rapidement à l'esprit pendant votre enquête, ça? Oui, bah oui, la comparaison, elle est assez évidente. Il y a quand même des points communs entre les deux, comment dire, les deux écosystèmes. D'une part, c'est un service à la personne qui prend en charge des personnes vulnérables. Alors, dans un cas, c'est les personnes âgées, dans un autre, c'est les enfants. Donc déjà, voilà, il y a un point commun, des personnes qui parfois ne peuvent pas s'exprimer. Alors les enfants, évidemment, parce qu'ils ne savent pas parler, les adultes, les personnes âgées, parce qu'ils ne peuvent plus. Et puis l'autre gros point commun, c'est que ce sont des secteurs où en fait on a une emprise du secteur privé qui a été croissante ces dernières années et qui occasionne tout un tas de dérives qui peuvent se résumer en un seul mot finalement, hein, c'est optimisation, Hmm. recherche de rentabilité à outrance. Euh, et alors les effets sont pas tout à fait les mêmes. Ce qu'on constate sur le terrain, les détails vont diverger, mais on va dire que ça participe, je pense, d'un même mouvement. Hmm. Bah, juste pour faire un petit paysage des crèches privées en France, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près 20% des places disponibles actuellement en France, et c'est surtout représenté par un espèce d'oligopole de 4 gros acteurs qui contrôlent, je crois, 65% du marché. Donc c'est Babylou, les Petits Chaperons Rouges, La Maison Bleue et People and Baby, et c'est essentiellement sur ces acteurs-là que vous vous penchez dans le livre. Ouais, c'est ça. En fait, les crèches, aujourd'hui, on va dire qu'à peu près 20% des enfants vont dans des crèches. Le reste, c'est les assistantes maternelles qui sont le mode d'accueil principal, en fait. Enfin, principal, majoritaire, autour de 25-30%. Mhm. Et puis après, le reste, ça va être gardé par les parents, par les grands-parents, des modes de garde familiaux, etc. Mais les crèches, c'est le mode de garde, le mode d'accueil le plus demandé par les familles, parce qu'en plus, c'est assez reconnu que ça a des bienfaits, en fait, l'accueil collectif pour les enfants. Et ce qui se passe, c'est que on manque de place structurellement en France. Mhm. Et ça, c'est pas nouveau, hein. Déjà, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on estime qu'il manquerait à peu près 200 000, un peu plus même, de places dans les crèches pour répondre en fait à la demande. Et ces grands groupes, ils sont pas nés comme ça par hasard. Ils sont nés au début des années 2000, quand les gouvernements, et notamment en fait la droite, hein, sous le mandat de Jacques Chirac, Ouais, c'était en 2003, c'est ça qui a eu voilà, l'essentiel. 2003, ouais, c'était un ministre délégué à l'enfance à l'époque, qui est Christian Jacob, qui était Christian Jacob, qui est maintenant retraité de la vie politique après avoir présidé le groupe Les Républicains pendant plusieurs années à l'Assemblée. En fait, le gouvernement de l'époque se dit bah, comment on peut faire pour créer des places alors qu'on a des finances publiques contraintes. Bah, tiens, on va inciter le secteur privé à venir, à investir. Et comment ça s'est traduit concrètement? Ça s'est traduit par on a ouvert les vannes de l'argent public
d'une part en permettant aux crèches privées d'être conventionnées, c'est-à-dire en fait de bénéficier de subventions de la CAF. Oui, parce qu'elles existaient déjà avant, sinon les crèches privées, mais c'est très minoritaire. Voilà, c'était possible d'avoir des crèches privées, seulement c'est très coûteux en fait, hein, parce que et du coup, si on fait payer le prix réel aux familles, euh, en fait, on n'arrive pas à les remplir parce qu'il n'y a pas tant de familles non plus qui ont les moyens de payer le coût total. Et donc, il a fallu qu'il y ait de l'argent public en fait qui soit investi, enfin qui soit débloqué pour ces crèches pour qu'elles puissent décoller. Et dès 2003, 2004, 2005, ces groupes qui étaient voilà, qui ont au départ presque des startups, hein, c'est des entrepreneurs quoi, qui ont senti un peu le vent tourner, qui pour certains travaillaient dans à Londres, dans des boîtes plutôt voilà, des fonds d'investissement, ce genre de choses. Oui, ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est qu'on voit que le paysage des entrepreneurs qui sont lancés dans ce business-là, il y en a, je crois, quasiment aucun qui vient à la base du monde de la petite enfance. C'est plus des gens qui sont partis. Ouais, alors, oui et non. Oui et non, ouais. En fait, souvent, c'est des tandems. D'accord. En fait, ce qu'on constate, c'est que souvent, les fondateurs et fondatrices de ces groupes, c'est des duos. Et souvent, il y a un duo avec... alors d'ailleurs, c'est souvent l'homme qui est plutôt issu du monde entrepreneurial, on va dire. Et puis sa conjointe ou sa collaboratrice, parce que c'est pas forcément des couples dans la vie, qui viennent plutôt de la petite enfance. Voilà, et donc c'est souvent ces binômes-là qui sont structurés, et puis en créant voilà, une crèche, 2 crèches, 10 crèches, et puis aujourd'hui, on a 4 grands groupes qui se partagent une bonne partie du marché privé, qui sont donc, on va dire, dans l'ordre d'importance en France, les Petits Chaperons Rouges, Babylou, La Maison Bleue et People and Baby, et qui représentent chacun des milliers de places. Hein, et qui sont en plus implantés dans une dizaine de pays dans le monde. Enfin voilà, ce sont des multinationales, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure de la rentabilité, ça semble être une question assez intéressante par rapport aux crèches, parce que c'est pas si évident que ça, en fait, la rentabilité de ce secteur-là. Même une des lignes de défense de ces groupes, c'est de dire, mais c'est pas si rentable que ça, on fait pas ça pour l'argent, etc., etc. Mais c'est qu'en fait, c'est un secteur, et tu le disais un petit peu, qui est très subventionné, et qui compte aussi beaucoup sur l'argent public pour fonctionner. Oui, bah, en fait, sans argent public, ce secteur ferme la porte. Oui. Faut être très clair, hein. Si demain on coupe les subventions de la CAF et les crédits d'impôt, qui y jouent aussi un rôle très important, notamment les crédits d'impôt octroyés aux entreprises qui veulent réserver des places pour leurs propres salariés, eh bien, le secteur ne peut plus fonctionner. Hein. Donc, on dit même il est biberonné à l'argent public. C'est pas moi qui ai inventé l'expression, c'est une journaliste d'ailleurs qui travaille pour Mediapart aussi sur ces sujets, qui s'appelle Laetitia Delon, qui avait écrit un article avec ce titre-là, je me souviens. Et c'est vraiment ça, quoi. Et en fait, c'est un peu toute l'ambiguïté, c'est qu'à la fois, c'est un secteur privé. Alors on pourrait se dire, bon, bah, ils font ce qu'ils veulent, sauf qu'en fait, ils sont massivement subventionnés. Ils jouent, en fait, de fait, un rôle dans ce qu'on pourrait appeler le service public de la petite enfance, mais en fait, qui n'en est pas vraiment un, justement. Et en même temps, bah, on voit très bien qu'on leur a lâché la bride, en fait. C'est-à-dire que progressivement, depuis 15 ans, 20 ans, il y a eu un certain nombre de dérégulations, en fait, qui permettent voilà, d'avoir un petit peu moins de diplômés, d'accueillir un petit peu plus d'enfants, d'avoir des mètres carrés un petit peu plus petits, enfin voilà, tout un tas de petites choses. Et sauf que quand on les met bout à bout, ça commence à avoir un impact sur la qualité de l'accueil. Et après, la question de la rentabilité, de combien gagnent ces entreprises, c'est assez variable en fait. Ouais. Il y a un peu des batailles de chiffres là-dessus. Les entreprises avaient, au cours des dernières années, commandé leurs propres audits via en fait, la Fédération française des entreprises de crèche, qui est en fait l'organisation qui représente le secteur privé lucratif hein, dans la petite enfance. Ils avaient commandé un audit auprès de Ernst Young, un grand cabinet d'audit et de conseil. Et ce rapport arrivait à un chiffre de 1% de rentabilité. Et du coup, les entreprises s'appuyaient dessus pour dire, mais regardez, vous voyez bien qu'on ne fait pas d'argent finalement, voire même on est presque déficitaire. Sauf que là-dessus, il y a eu d'autres rapports, notamment de l'inspection générale des finances, qui arrivent à des chiffres quand même plus conséquents, de l'ordre de 6-7% de rentabilité. Alors déjà, c'est déjà
plus intéressant. Ouais, tu dis c'est dans Et la puis surtout, moyenne du secteur privé dans le livre. voilà, eux disent que c'est dans la moyenne, mais par contre, ça cache des très grandes disparités. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des crèches qui vont atteindre 20%, 25% de rentabilité, quand d'autres vont perdre de l'argent. Mais du coup, voilà, ça s'équilibre en fait pour les entreprises. Et tout l'enjeu, c'est ça, quoi. C'est d'arriver en fait à avoir quand même des structures qui soient très rentables euh, pour équilibrer leurs comptes. Vous parlez d'un moyen pour les crèches de gagner de l'argent, c'est des crèches qui travaillent par exemple pour des grandes entreprises comme Total, où en fait les places pour les enfants des salariés de ces entreprises-là sont vendues très cher, vous parlez même de sommes allant jusqu'à 15 000 euros, mais comme c'est très très fortement subventionné, en fait, c'est l'État qui se retrouve à payer les trois quarts de la valeur de cette place. C'est aussi un moyen pour ces crèches de gagner de l'argent. Complètement. En fait, une place de crèche, elle ne va pas être vendue le même prix selon que ça soit à une commune ou à une grosse entreprise. Parce que les communes, bah, elles ont des dotations qui sont assez serrées. euh, et c'est intéressant pour les grands groupes de leur vendre des places, peut-être voilà, 5 000, 7 000 euros par place et par an. C'est-à-dire à des niveaux qui ne sont pas très importants. Mais par contre, c'est une certaine stabilité, c'est des marchés publics qui peuvent être renouvelés. En plus, les enfants sont envoyés par la mairie, donc quelque part, ils ont presque pas besoin en fait de chercher les enfants. Alors qu'à l'inverse, une grande entreprise comme Orange, L'Oréal, Total, enfin peu importe, qui se dit, bah, tiens, pour favoriser notre recrutement, en fait, c'est considéré comme un avantage euh, comment dire, concurrentiel aussi. Hein, Hmm. c'est de dire on va donner des bonnes conditions à nos salariés, comme ça on va les fidéliser, on va pouvoir recruter ailleurs, etc. Soit on donne un ticket resto, soit on donne une place en crèche, hein, si je caricature un peu. Euh, eh bien, ces entreprises, on va leur facturer par contre beaucoup plus cher parce qu'il existe notamment ce qu'on appelle le crédit impôt famille, euh, qui en fait permet un crédit d'impôt à hauteur de 50% du coût de la place euh, qui est reversé donc à l'entreprise Hmm. qui réserve, hein, donc à L'Oréal, Total ou une petite PME, hein, ça peut être aussi une petite entreprise, donc qui va déjà payer que la moitié. Et puis ensuite, à ça s'ajoutent aussi des abattements sur l'impôt sur les sociétés. Et donc, in fine, selon les situations aussi quand même hein, d'une entreprise à l'autre, mais l'entreprise réservataire ne va payer que voilà, 70%, 75% du coût total. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de leur faire payer plus cher. Hmm. Mais ce qui est intéressant dans ce mode de défense des entreprises, de dire ah mais nous on n'est pas là pour le profit, mais comme c'est des entreprises privées par nature, elles sont là pour faire du profit, et qui dit profit dit forcément tout ce qui vient avec les méthodes de management, avec l'idée de faire des économies, et vous le dites d'ailleurs dans le livre, en nous lançant dans cette enquête, nous pensions parler à des puéricultrices épuisées, pas à des commerciaux cyniques ou des informaticiens écœurés d'avoir été des rouages de la grande machine à presser des enfants. Il y a vraiment cette idée-là que les enfants c'est une variable comme une autre, parce que le but c'est de faire du profit. Alors toujours en gardant en tête que la situation est très variable d'une crèche à l'autre, mais quelque chose qui revient beaucoup, c'est vraiment ça, c'est cette idée des tableaux Excel, des gens qui sont derrière leur ordinateur en disant ah il faut il faut moins de repas ici, il faut remplir un peu plus là. C'est vraiment quelque chose Ouais. qui revient. Et oui, parce que en fait, ça c'est quelque chose qui nous a assez surpris, enfin en tout cas assez marqué, c'est que quand on est sur le terrain, dans les crèches, quand on va voir voilà, des gens qui travaillent vraiment dans les établissements, bon, bah, ce sont des professionnels de la petite enfance. Donc ce sont des gens qui ont voilà, soit un CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture, infirmière, éducatrice de jeunes enfants. Je mets tout au féminin parce que c'est 95% de femmes. Hein. Mm-hmm. Euh, et donc là, on a vraiment des gens qui sont issus de la petite enfance, qui sont passionnés par ça, qui font carrière quoi, dans ces métiers. Mais par contre, dès qu'on arrive au-dessus, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle les coordinateurs, c'est-à-dire des gens qui gèrent un petit bassin d'une douzaine, quinzaine de crèches, et puis au niveau encore au-dessus, les directions régionales de ces groupes, parce qu'ils sont structurés en grandes régions, hein, en gros, voilà, le quart sud-est, le nord, etc. Et bien là, on n'a plus du tout enfin, en tout cas, on a beaucoup moins de professionnels de la petite enfance. Et ce qu'on voit, c'est des profils de commerciaux. Mm. C'est des gens qui travaillent pendant 2 ans dans le tourisme, puis dans l'industrie, puis qui vont dans la petite enfance, et puis qui vont retourner ensuite dans le marketing. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout issus du terrain. Et Mm. donc, ces cadres-là, c'est pas une volonté forcément consciente, mais ils sont embauchés
pour optimiser les crèches, pour les remplir au maximum, pour en tirer en fait finalement le maximum de profit. Et c'est leur boulot. Enfin, je veux dire, ils sont là pour ça, quoi. Mais du coup, ça a des effets, je trouve, assez délétères parce que ça peut être vite déconnecté en fait de ce que vivent les personnels sur le terrain. Mais je dis un témoignage qui est assez intéressant à ce titre dans le livre, d'ailleurs vous le soulignez, c'est celui d'Olivier, lui qui était cadre donc dans le secteur de la petite enfance, qui aujourd'hui est reconverti dans l'automobile, et lui il a dit quelque chose qui m'a un peu fait rire, un peu rire jaune, il a dit l'humain vous ne pouvez pas l'optimiser comme des pièces de bagnole, et vous dites dans le livre il avait l'air assez déçu que ce soit pas possible. Ouais, oui, oui, en fait, quand il nous a dit ça, on ne savait pas si c'était un regret de sa part, en fait. Mm. Bon, là, je ne vais pas lui faire un procès d'intention, hein, mais c'est vrai que c'était marquant parce que c'est quelqu'un qui travaillait maintenant voilà, dans l'industrie avec des chaînes de montage bien rodées. Tu appuies sur un bouton, ça s'arrête. Enfin, voilà, c'est maîtrisable, quoi. Alors que, bien sûr, de la matière humaine, des enfants, le personnel qui prend soin d'eux, bon, bah, c'est plus fluctuant, voilà, c'est beaucoup plus incertain. Il peut y avoir des enfants ou des personnels malades, absents, avec des problèmes personnels, voilà, toutes sortes d'aléas. Et bien sûr, bah, tout ça, ça rend l'optimisation plus complexe. Et voilà, et du coup, c'est vrai que ce témoignage, il était assez marquant pour ça, parce que c'était un cadre, on n'a pas senti chez lui un profond regret quoi, de Mm. son action. Voilà. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens aussi qui regrettent, mais c'est plus des profils de gens qui étaient plutôt avec un projet dans l'idée de la pédagogie, de vouloir un petit peu avoir une vision particulière de l'enfance et qui déchantent en arrivant en fait dans ces crèches-là. Ouais. Ça, c'est très marquant aussi, c'est que ce soit les professionnels de terrain ou même certains cadres, hein, euh, ils arrivent parfois avec une vision idéale quoi, de ce que ça doit être l'accueil de la petite enfance. Euh, En plus, ils adhèrent aux projets pédagogiques qui sont affichés par les grands groupes et qui sont super bien faits. Mm. Tous les professionnels nous disent, mais quand on lit le projet pédagogique de Babylou, des petits chaperons rouges, c'est bien pensé. Voilà, c'est pas du bullshit, quoi. C'est-à-dire que c'est travaillé. Le problème, c'est que tout ce qui est proposé, tout ce qui est promis un peu sur les prospectus, bah, c'est pas toujours mis en pratique parce que voilà, le personnel est à flux tendu, Ouais, c'est pas toujours même applicable avec en fait. voilà, c'est ça, c'est que c'est pas qu'ils veulent pas le faire, c'est juste que en fait ils se resserrent sur le minimum vital, hein, c'est-à-dire voilà les soins purs quoi, faire manger, faire dormir, faire en sorte que l'enfant se blesse pas déjà, voilà, est le minimum on va dire de soins, mais du coup tout ce qui est projet pédagogique un petit peu plus poussé, bien sûr qu'il y a beaucoup de crèches qui arrivent à le faire, hein, faut pas non plus Oui. noircir le tableau, mais il y en a aussi beaucoup qui sont débordés et qui n'arrivent plus. Bah, justement, là, on a posé un petit peu le contexte, donc de grands groupes, des méthodes qui viennent d'autres secteurs que la petite enfance, et tout ça, forcément, ça conduit à de la maltraitance. Alors cette maltraitance, elle se concrétise de différentes manières, mais vous, pour ouvrir le livre, vous avez choisi de parler d'un drame qui s'est passé à Lyon il y a quelques mois. Est-ce que tu pourrais un petit peu parler de cet enfant qui est décédé donc à Lyon? Oui, bah, c'est un drame qui a été vraiment le déclencheur en fait de un petit peu tout ce qui s'est dit sur les crèches déjà depuis un an. Hmm. Donc ça se passe effectivement à Lyon en juin 2022 dans une micro-crèche, donc c'est des établissements d'un type particulier qui ne peuvent accueillir que 12 enfants au maximum, avec un nombre de personnel aussi du coup réduit, et qui avait encore à l'époque, et c'est en train de changer, mais la possibilité d'ouvrir ou de fermer avec un seul professionnel. Hmm. Alors que les crèches classiques, il faut forcément qu'elles soient deux. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures, enfin même pas, quelques dizaines de minutes seulement après que cet enfant de 11 mois soit laissé par ses parents, euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce qu'il y a une enquête pénale en cours, donc Hmm. voilà, on aura d'autres détails plus tard, mais euh, ce qu'on sait à peu près, c'est que il y a eu cet enfant était un peu en crise, quoi, comme ça peut arriver avec un enfant hein, qui s'accroche à vos pieds, qui crie, qui veut pas écouter ce qu'on lui dit. Et cette professionnelle aurait un petit peu pété un plomb. En tout cas, c'est comme ça que ça a été retranscrit dans les articles de presse qui ont eu accès au dossier. Et asperger l'enfant et même lui faire ingérer
du desktop, un produit Mm. de nettoyage. Et quelques heures après, cet enfant est décédé. Et nous, ça a été le point de départ parce que, à la fois, on ne voulait pas se focaliser sur ce fait-là, parce que il est exceptionnel, enfin, il est tellement hors norme. C'est pas Mm. quelque chose qui arrive tous les jours dans une crèche, quoi. Mais par contre, ça a complètement servi de détonateur, en fait. Mm. Il y a plein de gens qui se sont dit, mais ça aurait peut-être pu se passer dans ma crèche aussi, vu les conditions qu'on a au quotidien. Et c'est Euh, ce fait-là qui a déclenché le rapport aussi de l'inspection générale et des voilà, affaires sociales. à la suite de ça, il y a eu effectivement le ministère de l'époque, qui était Jean-Christophe Combes, qui n'est plus ministre, qui a été remplacé par Aurore Berger depuis, euh, a demandé à l'inspection générale des affaires sociales d'investiguer le secteur. Et ça a donné un rapport qui est sorti en avril dernier, qui était très dur, hein, sur les maltraitances et qui recensait via des questionnaires, en fait, des centaines, voire milliers de témoignages sur des maltraitances très, très violentes, hein. On parle d'enfants attachés à sa chaise, forcés de se nourrir, Mm. lancés en l'air, enfin, ce genre de choses. Mais alors, du coup, nous, ce qu'on avait voulu faire en complément, en fait, avec ce livre, nous, c'est un livre qui accompagne cette prise de conscience. C'est-à-dire que c'est, contrairement peut-être justement au Fossoyeur, où Mm. ça a été vraiment la bombe dans un ciel clair, un peu, quoi, même si on savait que les EHPAD n'étaient pas forcément en très bonne forme. Nous, la prise de conscience, elle a déjà commencé. Par contre, nous, on fait le focus sur le secteur privé lucratif. Mm. Parce que le rapport Vigas, il mélange un peu tout. C'est-à-dire que Oui. lui, il parle des maltraitances dans les crèches, publiques, associatives, privées, et finalement, il ne fait pas tellement le distinguo, même s'il y a par endroits dans le rapport des petites indications quand même sur le fait que la recherche de rentabilité joue aussi un rôle dans ces maltraitances, peut jouer un rôle. Mais nous, on s'est dit, bah voilà, documentons ce qu'on nous on appelle plutôt des maltraitances économiques, Mm. c'est-à-dire en fait des choses qui ne sont pas des gestes violents volontaires. C'est plus des maltraitances qui arrivent parce que les conditions de travail et parce que le mode de gestion conduit à ça, où tout est fait, enfin, ou plutôt rien n'est fait pour empêcher que le personnel soit complètement débordé, que les fournitures ou les repas soient insuffisants ou trop tardifs. Et donc c'est vraiment l'impact de cette logique de rentabilité sur le personnel d'abord et les enfants ensuite. La violence, maltraitance qui revient beaucoup dans votre livre, c'est celle du manque de nourriture. Parce que on trouve souvent des cas d'enfants où soit ils ont pas de repas et donc ils ont faim en rentrant chez eux, ou alors ils arrivent à avoir un repas, mais c'est des personnels de ces crèches qui doivent aller faire des courses sur leur propre argent pour ramener des desserts à des enfants qui en avaient pas. C'est quelque chose que vous avez beaucoup vu pendant votre enquête? Alors qu'on a, oui, enfin, en tout cas qu'on documente à plusieurs reprises, notamment on a documenté assez en détail un cas dans une crèche des petits chaperons rouges à Vitrolles, à côté de Marseille, euh, où là, il a été démontré, et même l'entreprise l'a admis, hein, que pendant un certain nombre de jours, sur plusieurs mois, de manière assez répétée, il y avait un nombre insuffisant de repas qui étaient commandés par rapport aux enfants présents, donc avec 3 repas, voire jusqu'à 8 repas de mémoire manquants. Alors, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est pas que les enfants ne mangent rien, parce Mm. que quand même, le personnel, il se débrouille, quoi. Ils essayent de faire en sorte que tout le monde mange, mais en fait, on coupe un peu on divise en deux, quoi, en fait, les quantités. Ou alors, ça, on a aussi d'autres témoignages dans d'autres crèches de gens qui nous disent, bah voilà, je suis allé au Lidl ou au supermarché d'à côté, j'ai acheté 4 yaourts et 2 compotes en fait, pour combler le manque, quoi. Mm. Et du coup, ça, c'est vraiment des économies de bout de chandelle. Oui. Et alors, toute la question, c'est est-ce que c'est une consigne donnée par les directions des groupes? Ouais, parce que eux disent, certains demanderaient de prendre un repas en moins ou 2 repas en moins pour, comme il y a tout le temps des absences, on sait qu'on n'en aura pas besoin, et le jour où il y en a besoin, en fait, ça coince parce ils ont pas assez de repas, quoi. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui ressort chez beaucoup de professionnels. Ça, on a eu beaucoup de témoignages de cet ordre-là, de nous dire, voilà, la consigne, mais la consigne orale, en fait, c'est une pratique, c'est pas forcément, c'est pas écrit noir sur blanc Mm. forcément. C'est, voilà, tu prends 2 repas de moins, parce que c'est vrai que souvent, dans une crèche, bah, il y a des enfants qui sont malades, il y a un enfant qui est resté chez sa grand-mère, etc., qui est en vacances. Donc, voilà, ça arrive, quoi, des absences imprévues, et donc,
souvent ça peut passer. Mais le problème, c'est que parfois ça passe pas. Hmm. Parfois il y a tous les enfants et il n'y a pas assez de repas. Et la réponse des groupes, quand on les interroge sur ces cas-là, c'est de dire on donne pas de consignes dans ce sens-là. Ensuite, ce sont des dysfonctionnements localisés et en fait, en gros, c'est la directrice de la crèche qui a pris cette initiative. C'est absolument intolérable et d'ailleurs, on a viré la directrice. Hmm. Hein, ça, on l'a eu plusieurs fois. Hein, le cas de finalement, la directrice fait office de fusible. Alors, nous, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peu facile en fait comme ligne de défense parce que par exemple dans le cas des petits chaperons rouges, on a quand même nous mis la main sur une grille qui détaillait la prime annuelle qui était accordée aux directrices Hmm. jusqu'en 2021 parce qu'après ça a changé. Donc on parle d'une prime de fin d'année qui pouvait monter jusqu'à 3000 et quelques euros. Ça peut correspondre à même un bon 13e mois pour une directrice de crèche parce que les salaires sont pas très élevés. Donc c'est pas rien, c'est quand même incitatif. Eh bien, sur le calcul de cette prime, il y avait 10% qui étaient liés au respect d'un certain ratio de repas. Alors, c'est pas écrit qu'il faut qu'il y ait moins de repas que d'enfants. Hein. C'est plutôt, il faudrait qu'il y ait 104% de repas, c'est-à-dire un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Hmm. Alors, les groupes nous disent oui, ça c'est pour éviter le gaspillage alimentaire, parce que chaque jour on jette des centaines de repas. Moi, je suis tout à fait prêt à le comprendre, hein, ça. C'est un argument qui est aussi recevable. Mais le problème, c'est que quand on dit à une directrice que peut-être 300 ou 400 euros de sa prime de fin d'année dépend de ce respect de ratio de repas. Eh bien, qu'est-ce que ça entraîne? Ça veut dire que la directrice, elle va avoir tendance à sous-commander. Hmm. En fait, on l'incite pas directement, mais c'est quand même une incitation assez claire d'aller dans ce sens-là. Et donc, c'est un peu tout est un peu comme ça finalement. C'est-à-dire que ces grands groupes ont un peu beau jeu Oui. de dire qu'ils n'ont jamais dit, en fait, qui n'ont jamais passé ces consignes aussi explicitement. D'ailleurs, C'est sans doute vrai, ouais. mais voilà, l'effet, il est quand même là. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la façon dont réagissent ces groupes. Alors, ils n'ont pas tous réagi de la même façon d'ailleurs à votre enquête. Hein. J'ai vu que People and Baby était très très offensif, très très en mode menace de procès, diffamation, tout ça. Il y en a d'autres qui discutaient un peu plus, mais globalement, il y avait quand même une espèce de mise à distance avec leurs responsabilités, en refusant totalement tout caractère systémique des problèmes que vous décrivez dans le livre. Oui, c'est la ligne de défense aujourd'hui du secteur, notamment de la Fédération française des entreprises de crèche, qui est, on va dire, le lobby hein, des grands groupes, hein, on va être clair. La responsable de cette fédération, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années dans un cabinet de lobbying qui s'appelle Rivington, qui faisait du lobbying pour Pernod Ricard et des marchands de tabac. Donc, c'est des gens qui savent faire. Enfin, je veux dire, voilà, ils ont cette capacité à fournir des éléments de langage, à défendre leurs intérêts. Et effectivement, ce qui est martelé là depuis une semaine, y compris en interne, parce que nous, on a eu par nos sources des mails qui ont été envoyés là, la semaine dernière Hmm. euh, à l'ensemble des salariés de certains groupes en fait, en prévention des enquêtes qui sortaient, en disant voilà, ça jette l'opprobre sur tout notre secteur. Tout ça, c'est anecdotique, c'est des cas isolés, ce n'est en rien représentatif de l'ensemble de notre fonctionnement. Euh, Ce qu'il y a, c'est qu'à partir de combien de faits individuels, on arrive à un fonctionnement systémique, en fait. Oui. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cas que nous, on met dans le livre, c'est ceux qu'on a pu documenter, nous, en tant que journalistes, donc avec nos petits moyens de journalistes indépendants. On n'est pas policier, on n'est pas l'inspection générale des affaires sociales, voilà, on n'est pas la CAF, on n'a pas accès à tout. Donc en fait, si nous déjà avec nos moyens à nous, on a pu raconter ces faits-là, et puis on n'est pas les seuls, hein, il y a eu d'autres enquêtes journalistiques, il y a Il y a eu eu des parents voilà, des aussi. rapports des parents, des rapports administratifs. Enfin, l'année qui vient de s'écouler a été marquée par un certain nombre de révélations, alors plus ou moins de grande ampleur. Donc si nous on arrive à faire ça, je pense qu'il faut quand même sérieusement se poser la question
d'un fonctionnement systémique. Mais systémique, ça ne veut pas dire systématique. Hmm. Ça ne veut pas dire que c'est partout, tout le temps. Et heureusement, parce que sinon, ça serait l'enfer des crèches, quoi, je veux dire. Enfin, et donc ça, c'est vraiment un malentendu qu'on rencontre parfois. C'est-à-dire que euh, beaucoup de gens nous disent oui, mais vous mettez tout le monde dans le même sac, vous jetez la suspicion sur l'ensemble des professionnels du secteur. C'est pas du tout ça qu'on a fait. Nous, ce sont les on se fait le relais de la parole des professionnels du secteur, justement. On n'est pas là, au contraire, on a été frappé par l'engagement de ces professionnels, par leur passion pour leur métier, dans des conditions qui sont très très difficiles, des conditions salariales, des conditions matérielles. Et malgré tout, elles continuent à le faire. Mais si elles nous disent qu'il y a des dérives qui deviennent inacceptables, je pense qu'il faut aussi les écouter. Hmm. Oui, puis en plus, les conditions de travail dégradées, ça va même assez loin, parce qu'il y a des cas de burn-out assez violents quand même que vous documentez dans le livre. Énormément. Et ça, nous, on a interviewé près de 200 personnes à peu près hein, pour ce livre. Je pense qu'on a eu ouais, au moins plusieurs dizaines, je dirais, de personnes qui soit ont fait un burn-out dans leur carrière, soit étaient en arrêt maladie au moment où on les a contactés, soit qui en revenaient mais qui étaient encore fragiles. Enfin voilà, on a eu énormément. On a eu des gens en pleurs au téléphone qui nous disaient là, j'en peux plus, je craque. Et ce qui est le plus, je trouve, touchant finalement dans ces témoignages, c'est un peu le côté injonction contradictoire. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est la recette parfaite pour des burn-out, Ouais. on le sait. C'est-à-dire que quand on est forcé finalement de travailler de manière pas en accord avec ses valeurs et ses grands principes qu'on avait en tête quand on est arrivé dans la profession. Et ça, c'est ravageur parce qu'en fait, les gens subissent petit à petit. Alors, il y en a beaucoup qui partent. Hmm. Et finalement, parfois, ça les préserve. Mais il y en a aussi qui restent parce que c'est leur métier. Ils veulent quand même, ils y croient quand même. Mais ils sont rongés à petit feu, quoi. Il y a quelque chose aussi qui parlera peut-être beaucoup aux gens qui travaillent dans la santé de façon plus large, c'est l'impression d'être obligé de maltraiter, au vu des conditions de travail, qui revient beaucoup chez les personnels. Oui, c'est ça. Alors, il y a tout un concept qui a été développé par des psychologues, enfin, ou des experts de la petite enfance ces dernières années, où on parle de douce violence. Ouais. Alors, bon, moi, je ne me prononce pas sur la pertinence scientifique quoi, de cette expression, mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est des violences qui ne sont pas commises intentionnellement, mais où on devient violent parce qu'on accorde plus, on traite l'enfant comme un objet, en fait. Mm. C'est-à-dire que quand on change des enfants à la chaîne, et qu'en même temps, on est en train de parler à sa collègue parce qu'il faut organiser le repas. C'est-à-dire qu'on n'accorde presque plus un regard à l'enfant, qu'on ne prend plus les 3 minutes pour voilà, échanger un peu avec lui, communiquer, rigoler 3 minutes, même pas. Hein. Et bien là, on devient maltraitant en fait. C'est-à-dire que on sait que le développement cognitif d'un enfant à cet âge-là, il se joue à ça, il se joue pour le dire très caricaturalement, à du temps, à de la chaleur humaine, quoi. Et si on peut plus le faire, parce que ce n'est pas matériellement possible de le faire, eh bien oui, on devient maltraitant aussi, quoi. Il y a aussi sur la question des conditions de travail, quelque chose qui joue, c'est le manque tout simplement de personnel, parce qu'on parle beaucoup du nombre de places, d'augmenter le nombre de places, mais en fait, il y a simplement pas assez de monde aussi. Les crèches ne trouvent pas de personnes pour travailler. Bien sûr. Et alors ça, c'est aussi comment dire, un sujet qui vient aussi à décharge en quelque sorte des grands groupes, hein, pour être honnête. C'est que ce problème de pénurie de personnel, il existe pour tout le secteur. C'est-à-dire que ce soit crèche publique, associative ou privée, lucrative, il manque aujourd'hui à peu près 10 000, on estime, professionnels dans les crèches. Et il va en manquer de plus en plus parce que en fait, on veut ouvrir des crèches supplémentaires, donc il va bien falloir trouver les personnes aussi pour s'en occuper. Et effectivement, ça crée une tension énorme. Mais cela dit, il y a aussi la manière dont on gère cette pénurie. Moi, j'ai discuté avec des structures associatives où ils nous disaient, bah voilà, nous, on fait aussi le choix des fois de réduire le nombre de places, de berceaux, parce qu'on n'a pas le nombre de gens suffisant. Dans le privé, ça ne va pas tout à fait se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre des CDD pour 1 semaine, 2 semaines, avoir recours un peu à de l'intérim. On va jongler en permanence à flux tendu avec le personnel.
Mais si on peut maintenir les places ouvertes et les remplir le plus possible, on va quand même le faire, parce que sans ça, le modèle économique, il n'est pas viable. Et puis aussi, le problème du manque de personnel, c'est que ça peut conduire à brader la formation, en fait, à une baisse de qualité de la formation, puisqu'on se dit, ah, voilà, c'est que la formation est trop longue, donc il faut moins former les gens pour qu'on ait plus d'employés. Oui, alors ça, c'est une pente glissante. On a vu plusieurs décisions qui vont dans ce sens au cours des dernières années. Déjà, sous Nadine Morano, donc en 2010, il y a eu des décrets qui traitaient notamment des micro-crèches qui étaient à l'époque en train de vraiment prendre de l'ampleur. Euh, et qui a permis en fait des sortes de dérogations en termes de quel diplôme, est-ce qu'il faut telle sorte de diplômé pour être directrice d'une crèche, est-ce que finalement on peut pas juste avoir une référente qui peut piloter plusieurs crèches en même temps, est-ce qu'au lieu d'avoir 50% de diplômés d'État, c'est-à-dire certaines formations, hein, éducatrices, infirmières, etc., eh ben, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir 40%, c'est-à-dire que finalement on abaisse un petit peu le niveau de diplôme. Et puis l'été dernier, donc en l'été 2022. Alors en plus, quelques semaines après le drame de Lyon, le gouvernement, c'était Adrien Taquet, avait passé un, un arrêté qui a en fait acté quelque chose qui existait déjà, mais qu'il a en fait un peu encadré, mais du coup qu'il a un peu avalisé aussi. C'est le fait de recruter des gens non diplômés, c'est-à-dire avec zéro, voilà, vraiment pas de qualification dans la petite enfance, Ouais. sous condition qu'en fait, qui réalise en fait une sorte de formation sur le tas de 120 heures. C'est même pas vraiment une formation, c'est un peu de l'observation, quoi. Et puis à la fin, au bout d'un an, de passer quand même le diplôme d'auxiliaire, etc. Et en fait, ça a été vécu déjà par les personnels comme très méprisant, parce qu'il y a cette idée que finalement n'importe qui peut travailler en crèche, alors que ça demande des compétences spécifiques, ça s'improvise pas comme ça. Et puis ensuite, c'est complètement irréaliste parce que en fait, les personnels, ils n'ont pas le temps de se former entre eux. Ils sont déjà débordés, donc ils vont pas aller former la jeune qui vient de débarquer et qui a zéro expérience. Et d'ailleurs, le gouvernement, là, depuis la semaine dernière, a envoyé un peu des signaux pour dire qu'ils allaient peut-être revenir sur cet arrêté qui a pourtant un an. Donc c'est un gage aussi que le gouvernement essaye de donner aux professionnels pour un peu dire, voilà, on a entendu les problèmes et on essaye d'y répondre. Ça coûte pas grand-chose non plus, mais voilà, c'est symptomatique, c'est-à-dire que plutôt que de repenser en profondeur le secteur, on met des pansements qui finalement, voilà, show must go on, quoi. Parce que politiquement, c'est très, très coûteux de dire fermons des places de crèche, parce que c'est ça finalement l'alternative. Oui, puis c'est ça, justement, c'était ma prochaine question, c'est que par rapport aux places de crèche, c'est ce qui rend aussi très difficile la dénonciation des abus, que ce soit pour les politiques ou surtout pour les parents, c'est qu'en fait les gens ont besoin de places de crèche. Politiquement, les mairies ont besoin de dire on a ouvert des places de crèche pour les parents, et les parents, eux, ont besoin de places de crèche pour pouvoir travailler et mettre leurs enfants, ce qui rend les dénonciations des abus très très compliquées, et ce qui rend l'action très compliquée aussi pour le pouvoir politique. Bien sûr, par exemple, si une crèche dysfonctionne vraiment énormément, il y a une instance de contrôle qui est la protection maternelle et infantile, qui dépend des départements. Alors on pourra peut-être en reparler, mais c'est une instance de contrôle qui en fait dysfonctionne aussi. Mais cette PMI, elle peut demander la fermeture d'une crèche. Ça existe de temps en temps, on le voit. Mais ça passe très mal parce que un élu local ou un responsable, enfin voilà, politique local, il n'a pas envie de se retrouver avec 30 familles qui du jour au lendemain se retrouvent sans solution. Et évidemment, et on peut très bien le comprendre, je veux dire, ces familles-là, ça a un impact très concret sur leur vie, sur leur organisation professionnelle et familiale. Enfin, donc voilà, c'est ça qui rend aussi les choses très compliquées, c'est qu'il faut coûte que coûte aligner des places de crèche, et on a eu une approche très quantitative en réalité depuis 20 ans. Et c'est aussi pour ça qu'on a appelé notre livre Le prix du berceau. C'est à quel prix est-ce qu'on a voulu coûte que coûte créer des places. Et aujourd'hui, on commence à en payer le prix, justement. Et on voit aussi dans les réactions de ces entreprises par rapport aux lanceurs d'alerte, enfin j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais on parle notamment, je crois que c'est People and Baby, où vous en parlez un petit peu dans le livre,
où ça va jusqu'à dire que les parents soit ont inventé parce qu'il y a une panique autour des crèches, soit que c'est directement la faute des parents. Il y a vraiment une espèce de réaction épidermique aux différents signalements qui ont été faits, dans les crèches. Oui, bah, en fait, il y a parfois, enfin, ça peut exister des parents qui surinterprètent certains Hmm, signaux. Par exemple, le cas un peu typique, c'est un enfant qui a été mordu par un autre dans une crèche. hmm, Bon, bah, dans un espace d'accueil collectif, ça arrive. Voilà, il y a des âges où les enfants peuvent avoir ce genre de comportement. Et donc, en soi, un enfant qui rentre, qui s'est fait mordre par un autre, c'est pas forcément le signe que la crèche dysfonctionne. hmm. Donc, et c'est vrai qu'on a eu des cas où parfois la famille appelle la presse en disant c'est un scandale, mon enfant est mordu. Bon, ça existe, c'est vrai. Mais c'est marginal, c'est-à-dire que c'est pas ça le problème que nous on dénonce en tout cas. Nous ce qu'on dit, c'est que euh, là où les entreprises disent oui, c'est quasiment une surréaction des familles. Nous, ce qu'on dit, non, c'est que en fait, les quelques familles qui vont jusqu'au bout, qui vont signaler les faits, qui même parfois portent plainte. Hein. Alors après, les plaintes sont classées ou elles sont pas classées. Ça dépend pas des familles et encore moins des journalistes. Euh, mais c'est une minorité ces familles-là, en Hmm. fait. La plupart, au pire, elles changent de crèche. Enfin, plutôt au pire, elles restent et elles disent rien. Au mieux, elles changent de crèche finalement. Et ça se sait pas, quoi. Et pendant vous deux, enfin toi et Daphné, pendant votre enquête, est-ce que vous avez senti une pression de la part de ces grands groupes? Parce que je sais que Victor Castaner lui avait proposé plusieurs millions d'euros pour qu'il arrête son enquête. Est-ce qu'on vous a proposé un énorme sac de billets pour arrêter l'enquête? On n'a pas eu les 3 millions d'euros, on en est bien désolé. Non, je plaisante. Non, on n'a pas eu ce genre de pression-là. Euh, on a eu, on va dire, ce qui est normal, quoi, un peu le rapport de force avec une grande entreprise qui vous rappelle très poliment qu'ils n'hésiteront pas à poursuivre en diffamation si jamais ce que vous écrivez porte atteinte à leur image, à leur intérêt, etc. Bon, ça c'est normal, je veux dire, enfin, ça fait partie des réponses classiques qu'on a quand on a en face de nous une grosse entreprise. Mais sinon, non, on n'a pas eu de pression. Ce qu'on a eu plus, c'est peut-être des témoins qui ont hésité ou même qui se sont rétractés. Il y a des personnes qui, au départ, avaient accepté de témoigner dans notre livre, puis finalement, voilà, on fait machine arrière, par peur de se griller professionnellement, par peur de représailles. Alors après, c'est des peurs plus ou moins comment dire, Plus ou moins réelles. Enfin, concrète, ouais. voilà, concrète, mais on peut très bien le comprendre, et notamment quand on travaille dans ce secteur. Si on est dans une petite ville dans laquelle tel groupe occupe un tiers des places de crèche, bon, bah, c'est vrai qu'on n'a pas envie de se griller non plus avec un employeur potentiel. Donc c'était plus ça, c'est un peu peur de s'exprimer ouvertement. D'ailleurs, ça se ressent parce que parfois dans le livre, il y a des témoignages anonymes, hein, Hmm. donc c'est aussi pour ça. Mais non, on n'a pas eu de pression directe des entreprises. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'effectivement, les entreprises ont beaucoup communiqué en interne auprès de leurs salariés, aussi bien après le rapport de l'IGAS que pendant nos enquêtes et encore plus là avec la sortie des enquêtes. Euh, En disant voilà, on vous rappelle que si vous êtes contacté par un journaliste, surtout ne lui répondez pas, Hmm. soyez vigilant parce qu'il peut y avoir des caméras cachées. Et ça, c'est des messages qui ont été diffusés en interne, quoi. Et sur les éventuelles solutions, parce que vous en parlez un petit peu à la fin du livre, notamment sur le plan petite enfance du gouvernement. C'était en cours au moment où vous avez sorti le livre, au moment où vous écriviez le livre. Là, est-ce qu'il y a des avancées quelconques sur ce plan? Puis est-ce que tu pourrais un petit peu rappeler ce qui est prévu? Alors, des avancées depuis la semaine dernière, pas pour l'instant. Il y Hmm. a eu voilà, des réunions, des prises de parole, etc. Mais pour l'instant, c'est pas très concret. Par exemple, euh, comment, Olivier Véran et puis Aurore Berger aussi ont dit il faut rentrer dans une culture du contrôle. Hmm. Alors c'est très bien, c'est une très belle formule, sauf que justement, ce que je disais tout à l'heure, les PMI sont complètement dépouillées, elles n'ont plus de moyens, c'est le résultat d'années et d'années de politiques publiques où en fait on a affaibli ce service public qui est censé contrôler notamment les crèches, à tel point qu'aujourd'hui les PMI, il y a un quart d'entre elles, un quart des départements en fait, qui n'ont même pas un temps plein pour contrôler les crèches dans le département. Ouais. Donc la culture du contrôle c'est très bien, mais concrètement qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre des moyens pour recruter, pour renforcer ces services-là?
pour l'instant, ça n'a pas été vraiment annoncé. Par contre, il y a eu des choses qui ont été annoncées, mais plutôt à la suite du rapport de l'IGAS. Par exemple, en fait, le financement des crèches, ça passe beaucoup par la convention d'objectifs et de gestion qui est signée tous les 4 ans ou 6 ans, j'ai plus le nombre d'années en tête, 4 ans, entre l'État et la CNAF, Caisse nationale de l'assurance familiale, et qui planifie un petit peu les enveloppes pour investir, pour créer des places, pour les faire fonctionner, etc. Et ce qui a été acté, c'est une enveloppe de 200 millions d'euros par an Ouais, c'est la grosse annonce de. voilà, pour accompagner la revalorisation des salaires. Parce qu'effectivement, c'est une des solutions, c'est de mieux payer les gens pour faire déjà revenir ceux qui sont partis, susciter un peu plus de vocation, et puis aussi augmenter leurs conditions de travail, tout simplement. Mais sauf que ce que disent les organisations professionnelles, c'est que 200 millions d'euros par an, c'est insuffisant pour arriver à une augmentation très nette, quoi. Enfin, en tout cas, est-ce que ça va vraiment chambouler le secteur? C'est pas certain. Puis après, il y a eu d'autres annonces plus sur tout ce qui est, on va dire, normes, conditions de sécurité. Par exemple, les micro-crèches ne pourront plus accueillir ou fermer avec un seul professionnel. Ouais, il faudra forcément qu'il y en ait deux. Ça, c'est une bonne chose. Oui, parce que ça aurait pu éviter le drame qui s'est produit à Lyon, dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Ouais. Mais par contre, ce qui, moi, me semble un peu dommage, en tout cas, c'est que le gouvernement est en train de mettre en place ce qu'ils ont baptisé le service public de la petite enfance. Concrètement, ça veut dire que sur un territoire donné, il faudra que les communes, en fait, ce sera surtout les communes qui vont être autorités organisatrices de ce service public, proposent des solutions d'accueil, que ce soit des crèches ou d'autres, à ceux qui le veulent de manière égalitaire d'un territoire à l'autre, voilà, pour essayer de gommer les inégalités qu'il peut y avoir aujourd'hui. Sauf que c'est un service public dans lequel vont être intégrées les entreprises privées qui représentent un quart des places de crèche aujourd'hui. Donc déjà, il faut s'interroger sur la définition d'un service public dans ces conditions. Et donc, il n'y a pas de débat finalement sur jusqu'où on veut qu'une entreprise à but lucratif, qui est en plus adossée pour certaines à des fonds d'investissement, ait la main sur une partie de ce qu'on estime être un service public. Et ça, je ne sens pas, moi, de débat presque philosophique, on va dire, de fond là-dessus. Parce que ces dernières années, la quasi-totalité des nouvelles places de crèches qui se créent sont privées. Et donc la tendance, c'est qu'en 20 ans, ces entreprises ont pris à peu près un quart des places de crèches, mais peut-être que demain, ça sera 30%, peut-être que ça sera 40% après-demain. Et donc, à quel moment notre service public, c'est cette physionomie-là qu'on veut lui donner? En France, j'ai pas de réponse à ça, mais voilà, ça mériterait un débat, je pense. Oui, puis même simplement le fait de marchandiser la garde d'enfants, c'est la question qui est centrale là-dessus. Et on parle de la France, mais aussi en fait d'autres pays du monde où ces entreprises françaises-là se sont étendues. On parle de la Chine, de l'Argentine, je crois, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, donc c'est aussi un modèle qui s'exporte. Bien sûr, et d'ailleurs une entreprise comme Babylou, aujourd'hui, c'est un des leaders européens du secteur. Donc en ça d'ailleurs la comparaison avec Orpea, elle peut être légitime, parce que alors ils n'ont pas du tout la même taille. Orpea c'est beaucoup plus gros, mais c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'il y a un peu un champion français, plusieurs qui émergent, qui vont s'installer, s'implanter dans d'autres pays, qui vont rafler des marchés, créer des crèches, etc. Effectivement, par exemple, la Chine, c'est un énorme marché potentiel pour ces groupes-là, parce que je crois qu'il y a 30 millions de naissances par an, enfin, je n'ai peut-être plus le bon chiffre, mais en tout cas, évidemment, on imagine très bien ce que ça peut représenter. Donc voilà, ils se comportent comme n'importe quelle multinationale, finalement, en quête de débouchés. Et du coup, est-ce que c'est ces entreprises-là qu'on souhaite pour l'avenir de nos enfants aussi, quoi. Il nous reste 10 petites minutes, je pense, parce que tu dois partir à 17h, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je vous propose qu'on prenne quelques questions du chat s'il y a des gens qui ont une ou deux remarques, des corrections à faire à ce que j'ai dit ou à rajouter des questions. J'avais quelques questions, attends, je vais remonter un petit peu le chat. On nous parlait aussi des suites judiciaires, parce que ça a un petit peu parlé de la façon dont c'est amené devant les tribunaux, mais je suis pas sûr que ce soit très courant.
Quelqu'un qui dit un grand merci déjà pour l'enquête, ouais. Oui, pourquoi les directeurs sont pas en tôle, nous dit-on, de façon un peu plus... un peu plus cash. Un peu plus cash. Non, mais alors, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de tirer des responsabilités individuelles, en fait, aussi, dans ces affaires. Il y a des plaintes de parents qui sont déposées parfois. Déjà, il faut pouvoir démontrer les faits, c'est pas toujours évident. Il faut des témoins, il faut éventuellement des preuves matérielles, des mails, enfin voilà, ce genre de choses, donc c'est pas toujours facile. Par exemple, dans le cas de la crèche de Vitrolles, donc celle où il y avait le nombre de repas insuffisants commandés, là, il y a de mémoire 9 plaintes actuellement de parents, et je sais que ces derniers jours, d'autres familles réfléchissent à porter plainte aussi. Il y a une enquête qui est ouverte. Voilà. Donc là, ça se judiciarise, mais parce que l'entreprise a reconnu les faits, même noir sur blanc, lors de réunions, parce que les parents sont allés en fait réclamer des comptes. Et donc dans ces cas-là, il y a quelque chose de tangible sur lequel on peut aller en justice. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus complexe. Et puis les familles, elles sont souvent isolées. Et entre guillemets, ils ont autre chose à faire, quoi. Souvent, leur préoccupation, c'est d'aller trouver une autre place ailleurs. C'est quand même de concilier leur vie professionnelle et le mode d'accueil de leur enfant. Et monter un dossier judiciaire, et on sait que ça peut prendre des années, bah voilà, évidemment que beaucoup ne se lancent pas là-dedans. Hein. Elle me propose dans le chat plutôt que d'envisager plus de places de crèche, ce serait pas mieux de mettre la réduction du temps de travail sur la table, donc pour que les gens aient plus de temps avec leur enfant, ce qui est une solution qui devrait fonctionner, je pense. Mais là, on n'en est même pas du tout là. Hein, mais... On n'en est pas là, mais c'est vrai que l'allongement du congé parental, par exemple, ça peut être aussi une piste. Alors avec le problème que c'est très inégalitaire, parce que ça dépend beaucoup évidemment du niveau de revenu aussi des personnes. Donc voilà, l'avantage d'une place de crèche, c'est que vous payez en fonction de votre coefficient familial quand c'est des crèches conventionnées. Donc il y a quand même en ça, c'est quelque chose d'assez positif, quoi. Mais oui, il y a d'autres solutions que juste créer des places de crèche, effectivement. On a une question sur les formes des crèches. Est-ce qu'il y a des crèches à but non lucratif ou semi-privé à la manière des cliniques? Alors oui, ça existe déjà des crèches mutualistes. Alors après, on peut débattre pendant des heures sur est-ce que mutualiste, c'est plus proche du privé lucratif ou plus proche de l'associatif. Bon, en tout cas, ça existe. Il y a aussi des crèches associatives, évidemment. Mais par exemple, des grandes associations ou des grandes ONG comme la Croix-Rouge gèrent voilà, des dizaines ou une vingtaine de crèches en France. Donc voilà, il y a aussi ces réseaux-là qui existent. Mais plus de la moitié des crèches en France sont municipales. Oui, on rappelle qu'on parle de 20% des places pour 20% des enfants. Voilà. Ouais. Question également, y a-t-il une volonté de muscler les organismes de contrôle? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la protection maternelle et infantile qui avait absolument zéro moyen. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour ça? Dans les annonces récentes, tu veux dire? Ouais, dans les annonces récentes ou même depuis le début du quinquennat. Hein, je sais pas. Bah non, justement, c'est un peu le vide là-dessus, sur le contrôle, parce que les PMI, elles ont du mal à recruter, parce que c'est pas des carrières qui sont très bien payées, notamment pour les médecins, par exemple. Quand vous êtes médecin, la PMI, c'est pas votre premier choix, parce que vous avez des salaires qui sont beaucoup plus faibles. T'as une idée des rémunérations pour les médecins dans ces instances-là? En PMI? Ouais, j'ai pas le niveau de salaire, mais c'est sûr que ça gagne beaucoup moins qu'un médecin. Même un médecin généraliste. Ouais. Donc voilà, c'est pas un médecin libéral. Quoi. Ah oui, je vois, les salaires, c'est 2100 € en début de carrière, donc c'est même moins qu'à la fin de l'internat, quoi. Ouais, voilà, donc on parle pas de choses très attractives. Et puis au-delà de ça, bon, les médecins, c'est plus les chefs de service, les PMI, mais après, en dessous, il y a tout un tas d'autres métiers. Mais voilà, c'est un service public qui a été délaissé. Il y a même eu un rapport en 2019 d'une députée En Marche, Michel Perron, qui était au vitriol sur les PMI, qui disait attention, si on ne fait rien, dans 10 ans, les PMI, il n'y en a plus, parce qu'on est en train de laisser mourir ce service public, en fait. Et en fait, depuis, pas grand-chose qui s'est passé. Après, sur les contrôles, il y a des pistes qui sont évoquées. Alors, la ministre Aurore Berger voulait en fait permettre de contrôler directement en fait, pour faire simple, les comptes des groupes, et non pas seulement de chaque crèche isolément sur le terrain. Alors ça, effectivement, c'est intéressant parce que parfois, quand on remonte dans ces grandes entreprises, on est confronté à des holdings, à tout un montage d'entreprises en cascade. Donc, c'est pas toujours évident de voir exactement comment fonctionnent leurs comptes.
et donc là, évidemment, les services de l'État auraient les moyens de faire des contrôles là-dessus. Euh, et puis il y a aussi une piste, c'est de confier un peu plus de missions de contrôle à la CAF. Hum. Parce qu'en fait, actuellement, la CAF contrôle, on va dire, la partie plutôt financière, et la PMI plutôt tout ce qui est conditions d'accueil, normes de sécurité, le personnel, etc. Et c'est vrai que ces deux organismes, enfin oui, oui, deux organismes qui se parlent pas tant, Ouais. alors que bon, c'est intéressant d'avoir les données financières pour comprendre aussi comment fonctionnent les équipes de terrain. Enfin, ça peut se nourrir mutuellement. Et par exemple, il y a des départements pilotes comme la Haute-Savoie où est testé depuis quelques années, 2-3 ans, le fait de confier à la CAF des missions de contrôle. Seulement, tout ça se fait un peu à moyen constant, et donc au final, la CAF, elle n'a pas non plus du personnel comme ça qui attend les bras croisés qu'on lui confie des nouvelles missions. Ouais. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que bien sûr, plus de contrôle, mais à un moment, il faut mettre des moyens, quoi. Et puis aussi, il parlait un peu dans le livre des contrôles non prévus. Ça, pour le coup, c'était un peu le même problème que dans les maisons de retraite, c'est que l'essentiel des contrôles, les établissements sont prévenus avant le contrôle, ce qui rend un petit peu le principe même du contrôle un petit peu absurde, quoi. Bah oui, oui. En fait, justement, comme les PMI n'ont pas beaucoup de moyens, ce qui se passe, c'est elles, elles prennent des rendez-vous, quoi, en fait, un peu avec les structures, hein, Ouais. pour dire, bah voilà, tel jour, telle heure, on vient vous contrôler, ça dure voilà, quelques heures. Hum. C'est des contrôles qui sont en plus beaucoup, un peu sur papier, quoi, sur Ouais. dossier. On vérifie que tel formulaire a été bien rempli, etc. Euh, Or, ce qui est demandé, c'est plutôt d'aller contrôler comment fonctionne l'équipe, aussi l'ambiance d'un établissement, et ça nécessite déjà du temps. Et puis évidemment, si on le prévoit en avance, ce jour-là, tout est bien rangé, tout est propre, on aligne le personnel qu'il faut là où il faut. Voilà, ça fait un peu crèche Potemkin, quoi, hein. Hum. Alors parfois, ils contrôlent de manière inopinée, mais souvent c'est sur signalement. Et le problème, c'est que quand il y a des signalements, c'est peut-être que c'est déjà trop tard, en fait. C'est qu'il y a une famille qui s'est plaint, c'est qu'il y a un professionnel qui a dénoncé quelque chose, mais souvent c'est un peu trop tardif, c'est que la structure est déjà en train de dysfonctionner, en fait. Hum. Ok. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là, on s'approche de la fin. Merci beaucoup en tout cas Mathieu d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi et merci à tout le monde pour les questions. Ouais, merci le chat, j'espère que ça vous aura intéressé. Je rappelle juste donc le livre que tu as écrit avec Daphné Gastaldi qui s'appelle donc Le Prix du Berceau. C'est sorti depuis le 8 et c'est aux éditions du Seuil. Voilà, achetez-le dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Bon. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Bonne fin de journée. Au Salut. revoir.